Europe 1, il est 8h33, la revue de presse. La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Pardon, ce matin, en une de vos journaux, on célèbre une nouvelle idole, le Messi, qui nous sauvera tous. Les Échos, croissance européenne, la révolution Draghi. Libération Europe, Mario Draghi fait sauter la banque. Bon, je vous rassure, quand on lit les articles, on relativise le grand bond en avant. Du coup, pour ceux qui espèrent que ça bouge vraiment en Europe, eh bien, il faut regarder ailleurs. L'Humanité, par exemple. Avec Syriza, le peuple grec peut raviver l'espoir en Europe. Et le titre du jour, pour 20 minutes, avec photo d'Alexis Tsipras, l'homme qui bouge sa Grèce. Mais au cœur des débats ce matin, on osera dire d'ailleurs qu'il était quand même bien temps, on trouve la République, l'école, la laïcité. Le Parisien, l'autorité, une question d'éducation. Le Monde, laïcité, le gouvernement place l'école en première ligne. Marianne, avec ses portraits de professeurs, de médecins, de chefs d'entreprise. Vive la République et ceux qui la défendent vraiment. Et puis, en une de l'opinion, Islam, faut-il adapter la loi de 1905 ? Avec ce dessin de CAQ, François Hollande tenant le texte de la loi de séparation des églises et de l'État face à un rabbin, un imam, un cardinal armés de leurs livres sacrés et lui assénant. Allons, un texte qui a plus de 100 ans est forcément un peu dépassé. École et laïcité, jamais on en aura autant parlé. Oui, il y a d'abord les mesures annoncées par la ministre de l'Éducation nationale. Le Parisien les décrypte façon info et intox entre ce qui existe déjà, ce qui peut être intéressant et ce qui relève de la cosmétique. Dans Libération, c'est un syndicaliste qui déplore l'absence totale de formation continue des enseignants. Mais il y a surtout les analyses et les récits. Celui de Samuel Mayol dans Marianne, directeur d'IUT en Seine-Saint-Denis. Il s'est fait passer à tabac pour avoir empêché une association étudiante d'organiser des prières et de vendre des sandwichs halal fortement recommandés à tous les élèves d'origine maghrébine. Ou Loïc Nefati, boulanger à Nice, victime d'intimidation pour avoir persisté à vendre des sandwichs au jambon. Et puis, dans le Figaro, l'interview de Jean-Pierre Aubin, inspecteur de l'Éducation nationale, auteur de ce rapport enterré en 2004 et qui racontait déjà tous les reculs de la laïcité et qui fut alors accusé d'islamophobie. Il insiste sur cette épreuve au concours de recrutement, évaluant la capacité à faire partager les valeurs de la République. Ça a été décidé donc par Najat Vallaud-Belkacem. Une épreuve de ce type avait déjà été introduite il y a quelques années. Les syndicats d'enseignants avaient hurlé. Mais s'il y a un texte à lire ce matin, il est sur le site Figaro Vox. Un entretien avec la philosophe Bérénice Levet. Elle s'insurge contre les injonctions au débat et au dialogue avec les élèves qui favorisent finalement le choc des opinions creuses et des slogans. Cessons de donner ainsi la parole à la jeunesse, ose-t-elle dire. On la lui rendra quand on lui aura donné la langue. Car le rôle de l'école, dit-elle, est d'émanciper par le savoir. Elle cite même Nietzsche pour exiger des élèves un certain maintien. Un élève avachi sur sa table, dit-elle, est un élève qui déjà se ferme au savoir. Message à tous ceux qui n'ont pas visité une classe de collège depuis longtemps. Le grand orchestre de la politique s'est remis à jouer avec son cortège de notes dissonantes. Oui, alors l'unité nationale, c'était hier. Pendant que François Hollande prend la figure du père de la nation, en rédacteur en chef d'un jour de Mon Quotidien, vous savez, le journal des 10-14 ans. Alors avec considération sur la nécessité des notes à l'école et sur son amour des chiens et des chats, et bien pendant ce temps-là, le Parisien et Libération nous racontent les difficultés de Nicolas Sarkozy pour reprendre la main. Alors pour se changer les idées, on lira plutôt l'enquête du magazine GQ sur ces livres que personne ne lit, les livres écrits par des politiques. Bon, bien sûr, il y a quelques succès éditoriaux, les 300 000 exemplaires de Qui connaît Madame Royale d'Éric Besson en 2007, qui avait d'ailleurs reversé les droits à une ONG. Et puis il y a ceux qui font monter les enchères des auditeurs, Aquilino Morel, vous savez, conseiller éphémère, 70 000 €. François Fillon, qui aurait même atteint les 140 000 €, affirme GQ. Mais à côté, combien de livres vendus à 300 exemplaires, juste pour le plaisir de faire un plateau de télévision, d'accéder au statut d'auteur, quitte à parler d'un livre dont on n'a pas écrit une ligne. Allez, la France sera toujours donc le pays des lettres, et finalement, comme l'écrivait La Rochefoucauld, l'hypocrisie est un hommage que le vice rend à la vertu. Vous avez un déj à midi, Natacha, ou pas ? On va à la cantine ? Allons-y. Alors, on ne se nourrit pas que de livres et l'enquête de Marianne est édifiante. Elle raconte le scandale provoqué par la découverte à Calignac, petit village du Lot-et-Garonne, de l'eau de Popiette au lapin chinois dans la cantine. On précisera qu'une affaire de chat domestique écoulé comme viande de lapin vient d'éclater à Shanghai, mais
il n'y a aucun lien. À Colignac, c'est une bête histoire d'étiquetage selon une réglementation européenne peu regardante, de pression des parents pour des repas bon marché, de filières mal organisées et d'indifférence de tous ceux qui plaident qu'il faut faire plaisir aux enfants et que tant que c'est bon, on ne regarde pas d'où ça vient. On enchaîne avec les OGM ? Oui, parce qu'on ne regarde pas d'où ça vient, mais l'Europe ne va pas le faire non plus. C'est ce que nous raconte Le Monde, qui explique comment de nouveaux OGM, non plus issus de l'introduction d'un gène dans la plante, mais de sélection, de mutation obtenue par irradiation ou exposition à des agents chimiques, pourront être introduits en Europe en échappant totalement donc à la classification OGM et seront donc cultivés dans un environnement qui, lui, est fondé sur des mutations très très lentes, millénaires, et qui n'est absolument pas préparé à ces modifications frénétiques du vivant. Et dire que tout ça se termine chez McDo. Mais oui, parce que tant que c'est bon, on n'est pas regardant, disions-nous. Mais pour que ce soit bon, il faut faire beaucoup d'efforts. Le journal 20 minutes nous apprend donc qu'un journaliste américain chargé de participer à des clips pour améliorer l'image des produits McDo a découvert que les frites de l'enseigne comportent 19 ingrédients. Oui, il n'y a pas que de la pomme de terre, il y a aussi des sucres pour la couleur dorée, des huiles diverses, un arôme de viande de bœuf, des agents de consistance, des siloxane, un dérivé du pétrole donc. Mais oui, mais encore faut-il pour s'en apercevoir avoir appris à lire des étiquettes, à maîtriser le langage codé du marketing. C'est pour ça que l'école c'est finalement très utile. Le gros problème des frites chez McDo, c'est que les 3/4 des cas elles sont froides. Ça, en plus. Mais ça, c'est pas prévu dans la liste des ingrédients. Oui, quand même. Bon, la revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À lundi, Natacha. À lundi.